Je vais vous donner 10 règles pour une autodiscipline profitable. Ces règles sont de mon expérience. Certaines d'entre elles sont très personnelles, mais elles vous seront très utiles. Numéro 1, restez cool quand les autres s'agitent. Je sais que vous pouvez être d'accord avec celle-là. Mais je ne suis pas sûr que vous serez toujours à la hauteur. Nous sommes tous enclins à nous énerver quand l'autre s'énerve, à dire des choses qui fâchent quand l'autre commence à dire des choses qui fâchent. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. J'étais dans la maison du président d'une grande compagnie d'électricité un soir où il y avait une tempête, et il a appelé un de ses tueurs à gages pour aller s'occuper d'une urgence qui s'était produite à cause de cette tempête. C'était un dimanche soir. L'homme est parti environ 2 heures, et quand il est revenu, il est arrivé sur le porche de la maison de cet homme. Il l'a appelé sur le porche, et je n'ai jamais entendu un homme recevoir un tel coup de langue de toute ma vie que ce président de la compagnie d'électricité. Il a dit que vous pensiez que parce que vous êtes le président de la société de votre ami, la mienne est aussi bonne que celle de votre banque, mais c'était formidable. Je n'ai entendu qu'un côté de la conversation, parce qu'il n'y avait qu'un côté. Un homme faisait toute la conversation, et un homme faisait toute l'écoute. Et cela durait donc depuis 3 minutes. L'autre homme était à bout de souffle, et n'avait plus rien à dire. Il était furieux, vous voyez, parce qu'ils l'ont appelé durant cette nuit de tempête. J'ai entendu le président fermer la porte, et il est revenu et il a juste souri, disant « Pourquoi l'homme a l'air un peu chaud, n'est-ce pas ?» C'est tout ce qu'il a dit. Un peu chaud, n'est-ce pas? Je m'attendais à entendre des points volés, mais voyez-vous, il y avait un homme qui s'était élevé à de grands moments de réussite financière, et il l'avait fait par l'autodiscipline à tous égards. Et il a proposé un long travailleur qui avait été temporairement déséquilibré par sa colère pour le déséquilibrer et le faire abaisser à ce niveau. Il n'a tout simplement pas proposé de le faire. Et vous remarquerez que lorsque vous entrez dans une dispute avec quelqu'un, et que vous êtes après vous, si vous ne vous surveillez pas, mais si vous restez silencieux pendant que l'autre se défoule, il finit par arriver à un point où il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Alors si vous voulez dire quelques mots de votre côté, c'est l'endroit idéal pour le faire. C'est une très bonne chose si les 2 mots que vous prononcez ne sont pas le genre de mots que vous avez entendus. En d'autres termes, vous pouvez dire quelque chose de gentil en retour, c'est bien mieux pour l'autre et bien mieux pour vous. Cela montre que vous êtes la plus grande des 2 personnes. Maintenant, n'importe qui peut s'énerver et se mettre en colère, parce que ce que quelqu'un fait est dit, et cela arrive tout le temps. Mais l'homme vraiment grand, l'homme qui se prend en charge, ne permet à personne de l'entraîner au niveau d'une bagarre de rue ou d'une dispute et de mots durs, à moins qu'il ne le veuille. Et s'il est vraiment un grand homme, il ne voudra pas le faire. Numéro 2, rappelez-vous les 3 côtés de tous les arguments. Nous pensons généralement qu'il y a 2 côtés, mais ce ne sont pas les 3. Il y a votre côté, celui de l'autre, et enfin le bon côté, qui se trouve généralement au milieu des 2 points de vue. Rappelez-vous que lorsque vous vous disputez avec l'autre, ne supposez pas qu'il est toujours en faute. Vous êtes peut-être aussi en partie en faute. Peut-être qu'aucun des 2 n'est totalement en faute. Il y a de fortes chances pour que, dans toutes les disputes que j'ai entendues, les 2 parties soient en partie fautives, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais entendu un argument où l'une des parties n'était pas entièrement à blâmer, bien que je soupçonne que de tels arguments existent parfois. Numéro 3, ne donnez jamais de directive à un subordonné lorsque vous êtes en colère. Si le problème est urgent, il faut se calmer rapidement. Numéro 4, traitez tous les gens, dans la mesure du possible, comme s'ils étaient de riches parents dont vous vous attendiez à ce qu'ils vous laissent un souvenir dans leur testament. C'est une bonne chose, c'est du miel. Faites-le. Traitez tous les gens comme s'ils étaient de riches parents, dont vous vous attendez à hériter quelque chose après leur mort. Et vous pouvez le faire. Vous savez, si vous aviez un parent riche qui avait $1 million qu'il allait vous léguer, ou si vous soupçonniez qu'il allait le faire, ce qu'il dirait ou ferait n'aurait pas beaucoup d'importance. Il ne vous déstabiliserait jamais. Vous ne lui avez jamais répondu, quoi que vous fassiez. Bien sûr, vous ne le feriez pas. Ce serait idiot de faire ça. Se taire pour $1 million, ça me semble être un prix très facile à payer. Numéro 5. Cherchez la graine d'un bénéfice équivalent dans toutes les circonstances désagréables de ce que vous rencontrez. Quelles que soient les circonstances désagréables, faites en sorte de vous discipliner pour que vous cherchiez cette graine d'un équivalent et que vous commenciez à chercher en rapport avec une circonstance. N'attendez pas une semaine ou 2, faites tout le travail vous-même à ce sujet. Commencez directement là où vous vous trouvez.
Le coup sera moins fort, la douleur de la blessure, quelle qu'elle soit, sera moins forte si vous commencez à chercher la graine d'un avantage équivalent. Numéro 6. Apprenez l'art presque oublié de poser des questions et d'écouter ensuite la réponse. Au lieu de vous faire engueuler par l'autre, vous en tirerez une grande satisfaction. Quand on est en colère, il faut faire payer l'autre, n'est-ce pas? Et la tentation est très grande de faire ça, je le sais, je suis passé par là plusieurs fois. Ne le faites pas. C'est plus important que ça. Écoutez ce que l'autre a à dire. Et quand quelqu'un fait une déclaration dont vous n'êtes pas sûr, apprenez à poser cette question. C'est l'une des questions les plus importantes de la vie. Elle servira plus de but que n'importe quelle autre question courte à laquelle je peux penser. Lorsque quelqu'un fait une déclaration dont vous n'êtes pas sûr, dont vous doutez ou que vous remettez en question, posez une question de 4 mots. Comment le sais-tu? Et attendez la réponse. Cela semble se tortiller. Souvent, il n'y a pas de réponse. Les gens font des déclarations farfelues qu'ils ne peuvent pas étayer. Et au lieu de se lancer dans une dispute, de faire de l'affaire un incident et de s'énerver, laissez les autres se débrouiller tout seuls, en leur posant la question « Comment le savez-vous » J'ai eu une fois un ecclésiastique dans ma classe qui était très... Je ne sais pas exactement comment le décrire. C'était un fanatique sur le sujet de la religion. Et ça, il était sûr de savoir exactement ce qui allait m'arriver après la mort. Il l'a dit en termes très clairs. Pas en classe, mais en conversation privée. Il a déblatéré et fulminé pendant un bon moment à ce sujet. Et quand il a fini, j'ai dit « Comment le sais-tu » Et ça l'a vraiment mis au-dessus de la barre. Il a dit « C'est ce qu'il ressent, c'est sa foi ». J'ai dit « Eh bien, avoir une croyance et la foi est une chose, mais avoir des preuves est une autre chose ici. Comment savez-vous ce qui va m'arriver après ma mort ?» Je ne le sais pas et je doute que vous le sachiez. Comment le savez-vous? Eh bien, il ne m'a jamais donné de réponse satisfaisante. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans la vie à propos desquelles, si vous demandez cette seule chose, comment le savez-vous, vous trouverez que l'autre sera déséquilibré et vous n'avez pas besoin de faire un incident de ce qu'il dit, vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère contre ce qu'il dit. Numéro 7. Ne dites ou ne faites jamais rien qui puisse influencer un autre sans vous poser d'abord cette question. Est-ce que ça va lui profiter ou lui nuire? Et si ça lui fera du mal, ne le faites pas. Ne dites rien et ne faites rien qui puisse blesser une autre personne, en toutes circonstances, même si elle le mérite. Faites preuve d'autodiscipline. Ne faites pas cela parce que si vous faites du mal à un autre homme, vous allez vous faire du mal à vous-même au moins 10 fois plus. Parce que ce mal vous reviendra. Je me moque de qui vous êtes et des circonstances dans lesquelles vous travaillez ou vivez. Si vous blessez une autre personne, vous serez blessé 10 fois plus. Et si la blessure n'arrive pas immédiatement, le taux de la pierre intérieure est fait en intérêt composé commun, et il sera 100 fois plus élevé si vous attendez suffisamment longtemps. Car tout ce que vous faites à ou pour une autre personne, vous le faites à ou pour vous-même. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. C'est une loi tout aussi importante que la loi de la gravitation, que tout le monde comprend. Vous savez que si vous enjambez le sommet de ce bâtiment, quelle que soit votre pensée, votre croyance, si vous enjambez le sommet de ce bâtiment et violez la loi de la gravitation, vous touchez le sol et vous mourrez en quelques secondes. Et cette loi qui vous ramène ce que vous envoyez est tout aussi inévitable, tout aussi extractible que la loi de la gravitation ou toute autre loi de la nature. Numéro 8. Apprenez la différence entre l'analyse amicale et la critique inamicale. Puis décidez de celle que vous souhaitez appliquer dans vos relations avec les autres. L'analyse amicale est une chose que la plupart des gens sensés accueillent favorablement. Je ne m'oppose pas à une analyse amicale de ce que je fais, même si elle est très défavorable. Si c'est une analyse amicale, je l'apprécie, car je peux m'améliorer. Mais s'il s'agit d'une critique inamicale, très manifestement une critique amicale, pas une analyse, alors pourquoi je m'y oppose? Je ne serais pas humain si je ne le faisais pas. Comment puis-je savoir s'il s'agit d'une analyse amicale ou d'une critique inamicale? Comment le sauriez-vous? Il y a plusieurs façons de le savoir. Vous pouvez le dire par votre relation avec la personne qui l'a fait, si elle est amicale ou inamicale, pour commencer. S'il s'agit d'un ennemi, il est évident que je l'écarte d'emblée, car vous savez presque que la critique sera inamicale. Je peux également reconnaître le ton de sa voix, ou la manière dont il le fait. Car un homme qui se livre à une critique inamicale utilise généralement quelques épithètes qui indiquent clairement qu'il est partial. Si vous avez de l'autodiscipline, vous ne vous laisserez pas influencer par ce genre de personnes. Numéro 9, rappelez-vous qu'un bon leader, quelle que soit sa vocation, est celui qui peut recevoir des ordres aussi joyeusement qu'il les donne.
Numéro 10, enfin mais pas des moindres, rappelez-vous que la tolérance dans les relations humaines est tout aussi importante que la tolérance dans le fonctionnement de la mécanique. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne, cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo, le tout gratuitement. À très vite.